Bonsoir à tous. Les présidents ivoiriens et centrafricains se sont rencontrés ce matin au palais présidentiel. La Centrafrique veut bénéficier de l'expérience de la Côte d'Ivoire en termes de processus de sortie de crise. Le président ivoirien a donné son accord. La sécurité sanitaire, un domaine clé pour les pays africains. Les ministres de la Santé et des Finances ouest-africains se sont réunis ce lundi à la BAD, la Banque africaine de développement, ici à Abidjan. Le Premier ministre Daniel Cablin-Duncan a pris part à la rencontre. Le dépôt des dossiers de candidature pour les législatives du 18 décembre prochain est ouvert depuis ce matin. Les candidats ont 10 jours pour se faire connaître de la Commission électorale indépendante, CEI. Et puis l'ouverture aujourd'hui de la COP22, la 22e conférence internationale sur les changements climatiques à Marrakech au Maroc. Les États doivent s'accorder sur l'application de l'accord de Paris. Lundi 7 novembre, bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h, vous êtes sur RTI 1. La Centrafrique à l'école de la Côte d'Ivoire en matière de processus de sortie de crise. Le président centrafricain a rencontré aujourd'hui son homologue ivoirien. Faustin Archange Touadéra est venu solliciter l'accompagnement de la Côte d'Ivoire pour son programme de sortie de crise. Requête acceptée par le président Alassane Ouattara. Le point de la rencontre avec Mahama Traoré et Awa Touré. Reconstruire la République centrafricaine qui sort d'une crise militaro-politique, voilà la priorité du nouveau président centrafricain. Élu le 20 février, Faustin Archange Touadéra entend pour ce faire s'inspirer du modèle ivoirien en matière de programme de sortie de crise et de reconstruction post-crise. Tout le sens de ce déplacement à Abidjan, déplacement ponctué par une séance de travail avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, à quel point nous sommes honorés que vous ayez pris le temps d'effectuer cette visite. La République centrafricaine sort d'une crise sérieuse. Nous suivons l'actualité. Nous-mêmes, nous avons connu une crise pendant de nombreuses années. Et donc, ce sera l'occasion d'échanger notre expérience avec vous et vous dire comment, par étapes, nous avons pu surmonter cette situation post-crise pour que la Côte d'Ivoire connaisse enfin la paix. Et comme vous le savez également, nous avons fait des progrès importants au plan économique. Nous venons de faire un pas essentiel en matière politique avec la mise en place d'une nouvelle constitution dans les tout prochains jours. En tout cas, nous sommes honorés de votre visite. Je voudrais vous dire que vous êtes chez vous ici, puisque vous avez passé une partie de votre jeunesse en Côte d'Ivoire. Donc, Monsieur le Président, merci d'être venu chez vous. Merci. Merci beaucoup. Nous voulons d'abord vous féliciter. Féliciter le peuple ivoirien pour, le vote de la nouvelle constitution, qui est une constitution moderne, qui va certainement propulser donc, la Côte d'Ivoire. Et comme vous l'avez si bien dit, la République centrafricaine est en train de sortir d'une crise. Nous allons entamer donc un processus de désarmement, de réconciliation nationale, de cohésion sociale. Ce que vous avez connu, la Côte d'Ivoire a connu, et le peuple ivoirien, avec beaucoup de résilience, a pu sortir de cette situation. Nous voulons tirer l'expérience du DDR qui s'est déroulé ici avec beaucoup de succès et aussi sous votre leadership avec la réconciliation nationale qui aujourd'hui fait que la Côte d'Ivoire renoue avec le développement, avec tout ce que nous avons vu. Ça fait un moment que nous ne sommes pas arrivés en Côte d'Ivoire, mais nous sommes arrivés, tout a beaucoup changé. Il y a de nouvelles infrastructures. Nous avons visité le BNET qui est aussi un instrument et je crois que nous voulons par ce geste renouer notre coopération à travers ces instruments pour la formation de nos forces de défense et sécurité. Nous pensons que vous puissiez nous aider. Nous sommes très heureux d'être ici en Côte d'Ivoire pour profiter de cette expérience qui a marché et aussi profiter de votre voix pour solliciter d'autres partenaires qui pourront nous appuyer dans notre effort de relèvement. Autre rencontre importante à l'agenda du président centrafricain pour cette visite à Abidjan, la réunion avec les dirigeants de la Banque africaine de développement.
Il sera question d'un appui financier de l'institution panafricaine à son pays, et ce, en prélude à la conférence des donateurs pour la Centrafrique qui se tiendra le 17 novembre prochain à Bruxelles, en Belgique. Une autre rencontre du chef de l'État ce lundi, le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré, est venu faire le point sur la situation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le président Alassane Ouattara en est le président depuis janvier dernier. Des projets humanitaires au cœur d'une rencontre ce matin à l'Assemblée nationale. L'international français de Liverpool, Mamadou Sakho, veut apporter son aide aux enfants orphelins et démunis à travers sa fondation. C'est de cela qu'il a discuté avec le président de l'hémicycle, Guillaume Soro. Et ce n'est pas son premier passage en Côte d'Ivoire. En juin dernier, il avait déjà rencontré le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Restons à l'Assemblée nationale. 3 projets de loi ont été examinés et adoptés par la Commission des affaires économiques et financières. Le premier projet, défendu par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, a porté sur la création d'agences d'exécution dans le but d'apporter aux usagers un service de qualité fondé sur la proximité. Le deuxième est relatif à la création d'une chambre des mines et des hydrocarbures. Il a été présenté par le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou. Et enfin, le troisième projet de loi a porté sur le renforcement du dispositif législatif dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un texte présenté par le ministre chargé de l'économie et des finances, Adama Koné. Comment renforcer la sécurité sanitaire sur le continent africain? Le chef du gouvernement ivoirien a pris part ce matin à une entrevue sur ce sujet d'intérêt international. La rencontre a réuni dans les locaux de la Banque africaine de développement BAD les ministres de la Santé et des Finances ouest-africains. Alexis Ouedraogo. Les systèmes sanitaires en Afrique sont souvent défaillants. Les dernières crises sanitaires d'Ebola et de Zika en sont les preuves. Pour Ebola, plus de 11 000 morts enregistrés rien qu'en Afrique de l'Ouest. Pourtant, à ce jour, aucune mesure sérieuse n'a été engagée pour prévenir un éventuel autre désastre. Ce lundi, au siège de la Banque africaine de développement, le président Adesina tire la sonnette d'alarme. Je me souviens, lorsque l'épidémie d'Ebola est survenue, j'étais complètement brisé. Je ne pouvais pas imaginer que l'Afrique n'ait pas de centre de diagnostic. Je ne pouvais pas croire qu'il n'y avait pas de système de prise en charge, des difficultés à conserver correctement les vaccins et que les populations rurales étaient obligées de venir dans les villes. C'est incroyable. C'est une honte pour nous aujourd'hui. Si elle a pu se protéger d'Ebola, la Côte d'Ivoire, elle entend renforcer son dispositif sécuritaire de santé. D'ici 2017, la couverture maladie universelle devrait être effective et la part du budget de la santé se rapprocher des 15% du budget de l'État, comme l'exige le sommet de 2001 d'Abuja. Il se pose à nos pays africains la question essentielle de la capacité de résilience de nos systèmes de santé face aux menaces et aux crises sanitaires. Il est plus qu'urgent pour notre pays de mettre en place des stratégies et mécanismes collectifs de solidarité susceptibles de garantir l'offre et l'accès aux soins, afin de réduire la vulnérabilité des couches les plus défavorisées. Ministres de la Santé et des Finances d'Afrique de l'Ouest devront main dans la main mobiliser des ressources et trouver des mécanismes de financement pertinents pour la sécurité sanitaire du continent. Semaine nationale de sensibilisation et de dépistage du diabète. L'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire a initié une marche pour sensibiliser, informer les populations des causes et des conséquences de cette maladie de plus en plus fréquente et surtout des gestes à adopter au quotidien pour prévenir la maladie. Car ce sont chaque année 1500 nouveaux cas qui sont enregistrés dans le pays. Ami Sissoko. L'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire, la ODCI, était dans les rues ce matin à Yopougon pour attirer l'attention sur le diabète et inviter la population à se faire dépister. Cette marche donne le ton de la 8e édition de la Semaine nationale de sensibilisation et de dépistage gratuit du diabète. En matière de diabète, la Côte d'Ivoire avait une prévalence en dessous de 6% il y a près de 10 à 15 ans. Maintenant, nous avons pratiquement atteint, sinon dépassé ces 6%. Donc vous voyez que le nombre de diabétiques va croissant. Les causes du diabète, il faut en citer deux. Il s'agit essentiellement de causes génétiques.
Donc c'est l'hérédité. Et puis il y a les causes de l'environnement, à savoir l'alimentation et puis une absence d'activité physique. Donc c'est pour cela que nous avons commencé nos activités par cette grande marche pour demander à toutes les populations de s'associer à nous, de marcher. Marcher, ça fait du bien, mais ça permet également d'éviter l'obésité, d'éviter la plupart des maladies chroniques et en particulier le diabète. En Côte d'Ivoire, l'AODCI enregistre plus d'1 300 000 diabétiques, dont plus de 250 enfants. C'est en 2011 que Stéphanie a découvert qu'elle souffre du diabète. Elle a eu cette maladie suite à une alimentation déséquilibrée. Avant, je mangeais beaucoup de sucre. Je vendais les bissap de ma marata. Quand je n'ai pas à manger, je prends, je bois. C'est comme ça que j'ai eu le diabète. Germain, lui, est diabétique depuis l'âge de 9 ans. Son diabète a été su après qu'il ait fait plusieurs comas. Toute ma famille du côté paternel a été décimée par le diabète. Au début, nous, on accusait les sorciers, mais quand j'ai commencé à entrer dans le diabète et à faire connaissance réellement du diabète, j'ai su que tout cela n'était pas réellement la sorcellerie, mais c'était par l'ignorance. Uriner beaucoup, boire beaucoup, être souvent fatigué, maigrir alors que l'on mange plus doivent alerter. Reconnaître tôt ces signes qui peuvent être ceux du diabète permet une meilleure prise en charge pour éviter des complications. Si cela n'est pas détecté tôt ou pris en charge, cela va aboutir à ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral, donc un sujet qui va se retrouver paralysé. Cela va aboutir également à la cécité, vous allez perdre la vue. Cela va aboutir et sinon contribue aux nombreux cas d'insuffisance rénale que nous trouvons dans nos pays. Et puis les crises cardiaques, le problème du pied diabétique qui aboutit à l'amputation, donc aux handicaps. Et ce qui est encore alarmant, c'est que ces complications surviennent chez les sujets relativement jeunes. Au cours de cette campagne nationale de sensibilisation et de dépistage gratuit du diabète qui va durer jusqu'au 11 novembre, l'accent sera mis sur l'hygiène de vie, la pratique du sport et le dépistage pour prévenir le diabète. La COP22, 22e conférence des parties sur les changements climatiques, s'est ouverte ce lundi à Marrakech au Maroc. Les États du monde doivent s'accorder sur l'application de l'accord de Paris qui, pour la toute première fois, a vu la communauté internationale s'engager contre le dérèglement du climat. Mamadou Kouassi. C'est donc parti pour 12 jours de réflexion et de discussion sur le climat au Maroc, dans la ville de Marrakech. La 22e conférence des parties et la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique s'est ouverte avec une intervention de la présidente de la COP21, Ségolène Royal. C'est un moment historique dans l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, je lance un appel aux 93 pays qui n'ont pas encore ratifié pour qu'ils le fassent avant la fin de cette année. Mobilisons-nous et gagnons le combat pour le climat. Je vous fais confiance. Occasion pour elle de passer le témoin au ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération pour la présidence de la COP22. Ce rendez-vous constitue une opportunité pour les 20 000 délégués venus des 195 pays du monde entier de déterminer la feuille de route pour l'accord de Paris sur le climat, obtenu en décembre 2015. La COP22 qui est une COP qu'on dit une COP de mise en œuvre, c'est-à-dire que toutes les décisions qui ont été prises à Paris doivent être maintenant déclinées sous forme opérationnelle, de telle sorte à ce que lorsque l'accord entre en force en 2020, qu'on puisse avoir tous les éléments pour pouvoir tenir ces engagements. Donc nous avons un certain nombre de chemins à faire. La première station de 2018 qui sera la station d'évaluation pour voir si nous sommes rapprochés des 2 degrés ou pas encore et d'essayer de réévaluer pour pouvoir tenir les engagements de Paris. Cette rencontre qui se tient en terre africaine, la deuxième du genre au Maroc, va permettre au continent de faire porter ses préoccupations au monde entier. Un sommet des chefs d'État africains sur le climat sera donc organisé par le Royaume du Maroc. C'est tout à fait évident de réserver une part importante aux préoccupations des pays du Sud, notamment en termes de sécurité alimentaire, en termes de préservation de sol, en termes de lutte contre la désertification, en termes de problématiques de l'eau et de l'énergie. C'est à ce titre que le Maroc est porteur d'un certain nombre d'initiatives, notamment le triple A, qui veut dire qu'il faudrait trouver les modèles de développement pour adapter l'agriculture à la terre africaine et en même temps au changement climatique. Les ONG qui avaient contribué à faire avancer les négociations sur le texte de l'accord l'année dernière sont encore bien présentes à Marrakech, car pour elles, le combat contre le changement climatique est encore loin d'être gagné.
Dans le domaine de la construction, ici en Côte d'Ivoire, le permis de construire s'obtient désormais en 11 jours chrono contre plusieurs mois auparavant. Cela grâce au guichet unique qui rend les opérations transparentes et accessibles. Quels sont les coûts appliqués, les documents à fournir? Francis Boifo s'est intéressé au sujet, son dossier. Des ouvriers à la tâche sur ce site de 3 hectares à Yopougon-Siporex. Il va abriter un centre de formation au BTP, hôtellerie et restauration. Ces ouvriers travaillent dans la sérénité parce que les responsables du site ont demandé et obtenu le permis de construire. J'ai déposé un seul jeu. Le jeu, c'est l'ensemble de tous les plans de ce centre avec les avis qu'on avait reçus avant au niveau du service de drainage, du service d'assainissement, le certificat d'urbanisme, la lettre d'attribution du terrain, du site, et tous ces éléments avec les traits topographiques. C'est tous ces éléments-là que lorsque nous avons déposé, nous avons reçu la visite de la direction de permis de construire pour effectivement vérifier que ce que nous avons déposé est conforme à ce que nous allons réaliser. Et donc c'est après cela qu'on nous a appelé pour dire bon, ça a été validé et que vous pouvez passer et retirer votre permis. Et cela a duré 9 jours au maximum pour que je puisse obtenir le permis. 3 mois après son ouverture à Cocody, le guichet unique du permis de construire ne désemplit pas. D'un côté, des personnes venues s'informer sur les documents à fournir et de l'autre, des usagers qui retirent le permis de construire signé par le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo. Ils ont accéléré le dossier, j'ai suivi toutes les étapes et aujourd'hui ça fait 11 jours bien comptés. J'ai reçu mon permis, je suis vraiment heureux. En 3 mois, le dispositif du guichet unique a enregistré 108 permis de construire délivrés, 14 à la signature et 69 dossiers rejetés. Mon dossier a été rejeté. Il s'agit d'une attestation domaniale que j'avais déposée pour l'obtention d'un permis de construire. Voilà, au dernier moment, on m'a fait savoir que le dossier n'était plus utilisé pour la concession du dossier de permis de construire. Approché, le directeur du domaine urbain explique le rôle de l'attestation domaniale dans le processus. L'attestation domaniale permet aux conservateurs d'enclencher la procédure de création des titres fonciers en collaboration avec les services du cadastre. Et c'est à l'issue de la procédure de création du titre foncier que le ministre de la Construction à Abidjan et les préfets à l'intérieur du pays, chacun dans sa zone de compétence, va prendre l'arrêté de concession définitive. Et seul l'arrêté de concession définitive constitue un acte de propriété. Autre difficulté qui pourrait, selon les responsables du guichet unique, retarder le traitement des dossiers ou conduire à leur rejet, les difficultés d'accès aux sites pour les inspections, l'indisponibilité des usagers et le recours aux intermédiaires. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un au guichet unique pour avoir son paiement. On n'a pas besoin de démarcheurs. Venez vous-même. J'exhorte les usagers, la population au sein du district d'Abidjan, d'éviter les constructions anarchiques. Ça y va de eux-mêmes leur propre sécurité. 11 jours en moyenne ou 21 jours au maximum pour obtenir son permis de construire contre plusieurs mois auparavant, parce que tous les acteurs sont désormais réunis en un même lieu. Des commissions siègent 3 fois par semaine au lieu de 2 fois par mois. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme dit avoir pris toutes les dispositions pour faciliter l'accès aux documents administratifs avec des coûts réduits. C'est 50 000 francs pour tout type de construction. Pour le cas du R+1 jusqu'au R+10, R+15, R+20, c'est 50 000 francs pour la demande de permis de construire. Pour les opérations immobilières, quel que soit le nombre de bâtiments que vous voulez faire, la demande de permis de construire ne coûte que 100 000 francs pour une opération immobilière. Tous ceux qui ont fait une demande de permis de construire, apparemment vous le diront, en moyenne c'était autour de 200 000. Le défi d'obtenir le permis de construire dans un bref délai et à des coûts réduits relevés reste le suivi pour que les maisons soient construites conformément aux normes internationales et aux exigences du gouvernement en matière d'urbanisation. La Commission électorale indépendante CEI prépare les élections législatives du 18 décembre prochain. Une des étapes clés, c'est le dépôt des dossiers de candidature. À compter d'aujourd'hui lundi, les postulants ont 10 jours pour déposer leurs dossiers et depuis ce matin, la CEI accueille les premiers candidats à Boussanego.
Pour cette première journée qui marque le démarrage de la période de dépôt des dossiers de candidature pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 18 décembre prochain, ce n'est pas encore l'engouement à la commission électorale indépendante. Les différents box dressés pour la réception des dossiers accueillent néanmoins quelques candidats venus retirer des fiches d'information. J'ai été bien reçu par les dames, m'ont donné les informations qu'il faut et je pense que ça se passe bien. Et moi, je me dis que les dossiers sont beaucoup, mais c'est l'apparence. Je sais qu'une fois que tu t'engages, ça va vite. Parce qu'on a pratiquement 7 à 8 jours, c'est pas petit. J'ai déjà le casier judiciaire, le certificat de nationalité, j'ai fait déjà les photos, j'ai fait le certificat de résidence. Maintenant, je m'en vais sur le site de la CEI pour retirer des formulaires aussi. Vraiment, je suis prête. Voilà. Les conditions de candidature pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale sont déjà connues. La date de clôture est fixée pour le 17 novembre prochain. Mais pour l'heure, le dispositif est en place pour l'enregistrement des candidatures. Les candidats peuvent donc déposer leur dossier à la CEI jusqu'au 17 novembre pour les 255 fauteuils de députés. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP définit la ligne à suivre pour remporter le maximum de sièges. Le directoire s'est réuni aujourd'hui. Herman Guibé. On ne change pas une stratégie qui gagne, on reste fidèle à la méthode qui marche. Voici ce que l'on peut retenir de cette réunion du directoire du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. La consigne pour les législatives est claire. Pour conforter cette marche en avant des oufouettistes, nos présidents ont décidé que nous informions la communauté nationale et internationale que nous irons aux prochaines élections législatives coude serré en RHDP. Ça voudrait dire que dans les heures à venir, les directions des partis membres du RHDP vont se retrouver et nous allons discuter, pas négocier, nous allons discuter pour harmoniser nos listes. Nous allons choisir les meilleurs qui vont nous garantir la victoire. Une victoire qui, pour Amadou Soumaoro, président du directoire du RHDP, est indispensable à la consolidation de la paix. L'alliance politique doit une fois de plus s'exprimer sur le terrain. Rappelons que la campagne législative pourrait s'ouvrir une semaine avant le jour du vote, fixé au 18 décembre 2016. Comment assurer un meilleur entretien des routes africaines? Comment mobiliser les ressources nécessaires? Des questions en première ligne lors de la 15e Assemblée générale annuelle de l'Association des fonds d'entretien routier africains. 34 pays du continent sont réunis. Francis Boifo. Si cette voie-là, on a vraiment des difficultés pour passer. Et ce n'est pas la seule voie sur moi. On veut qu'on répare. Si on répare, c'est bon pour nous. Des voies impraticables. Il en existe partout en Afrique. Il y a eu 2-3 ans, il n'y a pas eu d'entretien de route en Centrafrique, surtout les routes en terre. Donc il y a ce problème qui s'est posé. Donc le fonds routier de la centrafricaine a beaucoup à faire. On a une insuffisance de ressources pour l'entretien courant et on n'arrive même pas à faire l'entretien périodique. La 15e Assemblée générale annuelle de l'Association des fonds d'entretien routier africains se propose de trouver des solutions à ces problèmes. L'événement mobilise 34 pays africains à Abidjan. Nous allons plancher autour des questions essentielles liées à l'efficacité de la dépense et à la recherche de plus de moyens pour réaliser l'entretien de nos routes et faire en sorte que la route constitue le vecteur de croissance. 2 000 milliards de francs CFA investis ces 4 dernières années dans l'entretien du réseau routier ivoirien contre 200 milliards il y a 20 ans. Le gouvernement se félicite des avancées enregistrées. Aujourd'hui, on est à plus de 1000 km de routes qui ont été, je dirais, entretenues ou développées. Et les objectifs, c'est de doubler le réseau routier au cours des 10 prochaines années, de passer pratiquement de 6500 km de réseau bitumé à 13 000 km de réseau revêtu et de construire pour les 20 prochaines années près de 1500 km d'autoroutes. Outre le financement, les experts plancheront sur la mise en œuvre du contrôle du poids et des essieux des véhicules lourds, principale source de dégradation des routes africaines. Parlons économie, les petites et moyennes entreprises n'ont pas toujours accès au financement.
Le crédit bail, une solution alternative proposée par le gouvernement face aux rigidités du système bancaire. Le ministère chargé de l'économie et des finances a lancé une campagne nationale de sensibilisation pour des PME diversifiées et compétitives en Côte d'Ivoire. Lancine Bakayoko. L'accès au financement est un problème pour les petites et moyennes entreprises. L'alternative, le crédit bail, ce modèle de financement basé sur l'équipement des entreprises, apparaît aujourd'hui comme une solution à la question de garantie de l'apport personnel ainsi qu'aux lourdeurs dans les procédures imposées par les établissements bancaires dans l'octroi de crédit. En Côte d'Ivoire, vous avez plus de 98% des entreprises qui sont des PME, mais qui ne contribuent seulement qu'à hauteur de 20% du PIB. Et c'est principalement parce que ces acteurs économiques n'ont pas accès au financement. Et le crédit bail, justement, apparaît comme un outil, un instrument de financement. La campagne nationale de sensibilisation mise en route par le ministère chargé de l'économie et des finances va donc permettre de promouvoir le crédit bail en favorisant les relations d'affaires entre les PME et les établissements de crédit. Pour soutenir l'opération, un accord de coopération a été signé avec la Société financière internationale, un accord en 2 phases. La première phase du programme a mis l'accent sur l'importance de mettre en place un cadre réglementaire du crédit bail en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous avons décidé, dans le cadre de ce programme, dans un deuxième temps, de former les acteurs économiques. Donc, nous avons formé environ 1000 acteurs économiques depuis le mois de mars 2016 et nous avons essayé de toucher toutes les couches socio-professionnelles. En attendant la conclusion effective de contrats de crédit, les petites et moyennes entreprises peuvent déjà pousser un ouf de soulagement. C'est une belle occasion. C'est une bouffée d'oxygène pour le financement des marchés. En 2015, la contribution du crédit bail au financement des entreprises ivoiriennes représente 2% du produit intérieur brut, soit 65 milliards de francs CFA. Rentrée académique 2016-2017 de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique. L'Institut va fêter ses 25 années d'existence dans quelques mois et elle s'oriente résolument vers la formation de qualité. Franck Quadio. Des étudiants entretenus par le personnel enseignant et administratif, l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique démarre son année académique 2016-2017. Un effectif de quelques 700 étudiants inscrits en licence ou master en journalisme, production, télécommunication, publicité, marketing ou encore art et images numériques. L'ISTC a commencé en 92. En cette année 2017, très bientôt, ça sera les 25 ans de l'ISTC. Qu'est-ce qui a pu être fait en 25 ans? Et surtout, qu'est-ce qui va être fait pour les 25 prochaines années? Le défi nouveau est donc le partenariat et le VITIB a choisi comme allié de choix pour ouvrir aux étudiants en communication de nouvelles perspectives. Le VITIB est aujourd'hui un partenaire de choix, un partenaire privilégié. L'ISTC Polytechnique a cru bon de se rapprocher de cette mine d'opportunités. Il s'agit de créer des emplois, de montrer que, à part le développement agricole qui a propulsé notre économie dès les indépendances, l'État de Côte d'Ivoire mise aussi sur le savoir-faire de ces entreprises qui sont dans le secteur des TIC et de la biotech. Le VITIB, société à charge de la gestion et de l'exploitation de la zone franche de Grand Bassam, et l'ISTC désireuse d'interagir dans le sens d'une formation de qualité. Un nouveau pas de franchi pour cette institution académique qui se forge une vocation panafricaine. À J-1 de l'élection présidentielle américaine, ici en Côte d'Ivoire, l'ambassade des États-Unis a initié une conférence pour permettre aux Ivoiriens de comprendre le processus électoral américain. Thomas Gessambi. La présidentielle américaine, un événement qui retient l'attention de toute la planète. Et pourtant, ce n'est toujours pas que le processus est compris de tous. À la veille de la 45e élection du genre, ici à Abidjan, l'ambassade américaine offre l'opportunité de comprendre les élections présidentielles aux États-Unis. Marie-Paul Kodjo, président d'ONG, Palais Dimaté, ancien député ivoirien, David Mosby de l'ambassade des États-Unis sont commis à la tâche. Le caucus, les primaires, les grands électeurs, les États clés, les États indécis, le vote par anticipation sont entre autres les termes abordés pour la bonne compréhension. Ces concepts que nous avons entendus, le fonctionnement, le processus même de ce système électoral. Et en tout cas, moi je sors d'ici très enrichi. Cette conférence nous permet de comprendre que les élections
démocratiques ont un enjeu majeur. Et le but de tout ça, c'est le développement du pays, c'est l'intégration, c'est la cohésion. Quand on regarde les États-Unis, 51 États dans lesquels il n'y a pas de problème au niveau de la transition. Pour ce qui concerne les présidents, c'est vraiment des choses à apprendre et nous sommes fiers d'avoir appris ce soir à cette conférence. Dans la dynamique de faire vivre l'événement aux ressortissants américains et leurs amis ivoiriens, l'ambassade prévoit une nuit électorale à Abidjan, dans la nuit du 8 novembre. Dans la nuit de demain donc, merci de votre attention. Un autre journal à 23h. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.